Pékin, mai 2009, 5 heures du matin sur la place Tiananmen, cérémonie quotidienne du lever des couleurs. Dans la foule, de nombreux collégiens et lycéens. Passage patriotique obligé pour toute scolarité chinoise. L'amour du pays et le respect du drapeau s'apprennent très tôt. Il y a 20 ans, au printemps 89, ici même, des centaines de milliers d'étudiants avaient bien d'autres idéaux. Ils réclamaient une Chine plus juste, plus libre et plus démocratique. Mais le 4 juin 89, après 3 mois de manifestations pacifiques, l'armée avait fini par tirer. Plusieurs centaines d'étudiants avaient laissé leur vie aux alentours de cette place. Depuis, le printemps de Pékin a été gommé de l'histoire officielle. Les étudiants d'aujourd'hui en ont rarement entendu parler, et de toute façon, ça ne les intéresserait pas. On les dit sans conscience et sans rêve. Mais est-ce si sûr ? Campus de Beihang, à Pékin. Une des universités les plus prestigieuses du pays, le haut du panier pour les 25 millions d'étudiants chinois. Ici, il n'y a que des enfants des villes, des enfants de la nouvelle classe moyenne. Depuis le début de leur scolarité, ils n'ont pas eu beaucoup le temps de rêver. La compétition est féroce pour entrer à l'université, 20% seulement des jeunes Chinois y accèdent. Ces heureux élus portent les espoirs de toute leur famille, ils n'ont pas le droit à l'échec. Wang Chen a choisi une voie très particulière, il prépare Centrale Pékin, une grande école française qui l'a séduit parce qu'elle privilégie la réflexion personnelle. Du jamais vu dans un système éducatif où la liberté de penser n'est pas encore au programme. La grande différence avec la méthode chinoise, c'est l'approche expérimentale et surtout la manière de réfléchir. Nous baignons ainsi dans 2 cultures et nous assimilons plus rapidement les savoirs. Les universités chinoises sont des villes dans la ville. On y trouve tout, des restaurants, des commerces, des banques. La plupart des élèves sont logés sur place, dans des dortoirs qui n'ont pas beaucoup changé depuis 20 ans. Voilà, c'est ici. Je suis numéro 30. On a l'habitude de ces conditions de vie. Ça fait 3 ans qu'on partage la même chambre. L'hiver, c'est bien chauffé. Elle est quand même petite, cette chambre. Hier, on a eu un cours du parti. C'était sur le problème de Taïwan et aussi sur les questions de développement scientifique. Je trouve que la mission historique des étudiants d'aujourd'hui est très lourde. Mais j'ai vu aussi que le gouvernement a publié un rapport sur la situation économique. Vous en avez parlé ? Non, cette année, c'est une question assez sensible. Et sur les campus chinois, on ne parle pas des questions sensibles. Le parti et la Ligue de la jeunesse sont tout puissants. Le contrôle est étroit, omniprésent, sur les élèves comme sur les professeurs. Pression politique, pression des parents, cela n'empêche pas les étudiants d'être lucides. En Chine, je trouve que les étudiants sont un groupe social très passif. C'est parce que nous sommes soumis, obéissants depuis tout petit. D'abord à nos parents qui placent nos études au-dessus de tout. Puis à nos professeurs qui nous contrôlent très sévèrement et nous dirigent de très près, année après année.
Nous sommes donc très peu indépendants. C'est à cause de cette pression terrible pour réussir l'examen d'entrée à l'université. Alors arrivés en fac, nous n'avons jamais eu l'occasion de réfléchir par nous-mêmes. Nous n'avons fait que travailler, qu'étudier. Système très efficace. À Beihang, les étudiants n'ont que leur diplôme en ligne de mire. Pas le temps de jeter un regard sur la société qui les entoure, pas un seul cours où l'on pourrait répondre à leurs questions, pas le moindre espace pour se demander pourquoi, par exemple, il y a si peu de fils de paysans parmi eux. Nous sommes au Gansu, une province rurale à l'ouest du pays. Ici, les écoles de village sont encore en torchis et partout, on manque de moyens et de professeurs qualifiés. Seuls les plus doués et les plus obstinés s'accrochent jusqu'au bac, le Gaokao. Mais une fois à la fac, le plus dur reste à faire. Il faut trouver l'argent pour payer les études. Une année d'université, c'est la moitié du revenu annuel d'une famille. Jingjing est fille de petits commerçants qui ont longtemps tutoyé la misère. Mais la petite adorait l'école et la chance un jour lui a souri. Une ONG étrangère a décidé de financer ses études d'anglais. 200 € par an que sa famille n'avait pas. Ses amis, comme elle, savent bien que c'est une sacrée somme ici. Les enfants des campagnes ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Ils doivent emprunter. Oui, dans notre dortoir, on a tout emprunté. Quand j'étais petite, c'était mon seul rêve, l'université. Je suis la deuxième étudiante de mon village. Alors quand je suis partie, tous les villageois m'ont accompagnée au son des tambours. Ils étaient très fiers de moi. Alors je leur ai dit, je vous promets de consacrer tous mes efforts à l'étude. Fierté et une pointe d'amertume, politiquement incorrecte. Mais ici aussi, dans les dortoirs, il y a toujours de bonnes camarades pour rappeler que le parti et le gouvernement veillent avec bienveillance sur leur destin. Ces dernières années, les progrès dans l'éducation ont été immenses. Bon, bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y a encore des grandes inégalités, surtout dans des endroits reculés, comme le Tibet par exemple. Mais bon, vous savez, le gouvernement fait vraiment tout ce qu'il peut. Il verse beaucoup d'aides pour améliorer cela. Moi, je trouve que le gouvernement doit intervenir plus en faveur des campagnes, en investissement et en protection sociale. Il nous faut beaucoup plus d'aide pour espérer un début d'amélioration. Sinon, nous, les enfants de paysans, on est trop pauvres. On ne pourra rien changer tout seul. Un week-end par mois, Jingjing rentre retrouver sa famille. Dans un petit chef-lieu au cœur des montagnes jaunes, où la vie n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans. Fonctionnaires, petits commerçants, paysans, tout ce petit monde vivote à l'écart du progrès. Jingjing est un modèle de réussite ici. À Qingshui, la moitié des enfants arrêtent leur scolarité en 3e. Elle ne vient pas pour se reposer, mais pour aider son père, qui s'est endetté pour remonter un nouveau commerce. C'est très difficile ici pour les enfants de continuer à étudier. Financièrement, bien sûr, mais aussi pour se motiver dans cet environnement. Ma fille, elle a été aidée. Mais elle a surtout su compter sur elle-même. Elle a toujours été très déterminée. Jingjing aimerait bien que ça change, que la vie soit moins dure pour les enfants des campagnes. Mais autour d'elle, ça n'intéresse personne. Ici, pour survivre, c'est d'abord chacun pour soi. Tout le monde ici fait passer ses intérêts avant ceux des autres. S'ils ont la possibilité d'améliorer leurs propres conditions de vie, alors ils ne choisiront pas d'aider les autres.
En général, avec mes amis, quand on est ensemble, on parle de la vie, de frivolité, mais très rarement de politique ou de problèmes sociaux. Après notre diplôme, on nous fournira un travail de prof, mais seulement au plus bas niveau, dans des écoles de campagne. Ou bien on peut devenir cadre de village. Il y en a beaucoup qui font ça. Je me demande bien ce que je serai dans 10 ans. Je ne sais pas. J'espère que j'aurai un bon travail, que ce sera un peu mieux que ce que la fac me réserve. Et que j'aurai les moyens d'aider moi-même les autres. Qui a dit que les étudiants chinois n'avaient pas de rêve? Retour à Pékin. Voici Feng Jing. Elle est étudiante à l'Université des Forêts pour devenir paysagiste. Ça ne la passionne pas vraiment et elle passe le plus clair de son temps dans les librairies, à la recherche de la Chine dont on ne parle pas dans les salles de classe. Ici, on peut trouver des choses qu'on a vraiment envie de lire. C'est vraiment bien. Des livres qu'on ne trouve pas ailleurs. Elle dit qu'elle s'investit régulièrement pour la protection de l'environnement ou l'humanitaire, mais on a un peu de mal à la croire tant elle semble solitaire et réservée. Nous sommes confiants, mais en même temps, nous sommes très seuls. Dans notre génération, nous sommes presque tous des enfants uniques. Alors nous avons grandi sans vraiment de modèle à la maison. Pour nos parents, tout était tellement différent. Pour eux, c'était simple. Ils avaient un travail fixe, une place attribuée par l'État après leurs études. Mais nous devons tout chercher par nous-mêmes. Alors, elle cherche ses marques dans la culture underground, comme ici, dans le quartier des artistes, d'Ashanze. Elle y a découvert les documentaristes indépendants chinois. C'est comme ça que sa conscience politique est née. Avant, je ne connaissais rien à l'histoire. Je n'avais lu que ce qu'il y a dans nos manuels scolaires. Alors forcément, ça me rebutait. C'était complètement creux. Mais l'histoire interdite, dont on ne peut pas parler ouvertement, chacun la porte en soi. Et finalement, la majorité des gens ont soif de comprendre la vraie histoire et d'en savoir le plus possible. J'ai ainsi vu un documentaire sur la Commune de Paris qui a modifié profondément ma vision de l'histoire. J'ai compris que si les temps changent, les gens restent fondamentalement les mêmes. Ils ont les mêmes aspirations. Du coup, je pense que ce genre d'événement... Ils s'aperçoivent que ce rêve n'est pas si facile à réaliser. Leurs problèmes concrets sont de plus en plus nombreux et de plus en plus aigus. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, il y a eu Internet, qui a ouvert une grande liberté d'expression, apporté un espace pour réfléchir et exercer son esprit critique. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas libres. Leurs actions sont encore contrôlées, leurs corps sont encore contraints. Mais leur cerveau a commencé à découvrir les problèmes, à s'y intéresser et à réfléchir. Dans les salles de classe, en revanche, ça n'a pas du tout changé. Il n'y a eu aucune évolution, ce sont toujours les mêmes programmes, toujours le même contrôle, la même gestion, comme ils disent. Il n'y a pas eu le moindre signe de relâchement sur le contrôle de la pensée. Le football est autorisé tout de même. C'est la seule raison qui pousse encore Wang Zhongxia à revenir sur ce campus. Il est déjà diplômé de l'Université du Peuple, il pourrait faire partie de l'élite, mais il s'est écarté de cette voie royale parce qu'en Chine, il y a tout de même beaucoup de choses qui le dérangent. Mon t-shirt, je l'ai acheté sur Internet. C'est écrit « J'aime les pays étrangers ».
Rappelez-vous, au moment du parcours de la flamme olympique, les jeunes Chinois ont vu les nombreuses réactions hostiles à la Chine depuis l'étranger. Des protestations contre le gouvernement à cause de la situation déplorable des droits de l'homme, ici. Alors ils ont créé ce mouvement du cœur rouge, avec ce design autour d'un cœur rouge, I Love China. Ce logo s'est répandu partout, comme un virus. Alors moi j'ai acheté ce t-shirt que je trouve plein de sens. C'était pour répondre à ce phénomène nationaliste très bête. Parce qu'ils sont nombreux, les jeunes à être nationalistes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Que s'appuyer ainsi sur leur nationalisme, c'est juste une source de légitimité pour le pouvoir. Zhong Xia est donc à part. Il ose montrer qu'il est à contre-courant. Ses partenaires de foot sont beaucoup plus prudents. Moi, je réfléchis surtout à notre responsabilité sociale par rapport à l'environnement. Je participe à certaines activités, mais je ne m'intéresse pas trop aux choses plus politiques. Pour l'instant, nous sommes encore presque tous dans nos études, alors nous sommes peu confrontés à la société. Pas de vagues, pas d'ennui. Zhong Xia, lui, sent un peu le soufre. Il a déjà été intimidé par la police, qui a longuement perquisitionné son appartement et menacé de s'en prendre à ses parents s'il ne lui apprenait pas très vite les bonnes manières. Les jeunes savent que s'ils se mêlent vraiment de politique, ils vont s'attirer des ennuis. Chaque personne qui vit en Chine porte en elle une dose de peur, plus ou moins importante. Certains tentent de s'en débarrasser, de la dominer, parce qu'ils savent que c'est négatif. Il lui a fallu un peu de temps pour le comprendre. La propagande est bien faite, qui donne d'abord une impression de liberté à des jeunes gens jusqu'alors habitués à un bachotage féroce. Arrivé en fac, j'ai découvert Internet et j'y ai passé énormément de temps. Alors je me suis rendu compte que les internautes chinois évoluaient dans une sorte d'espace fabriqué artificiellement, ce qu'ils appellent le ChinaNet. Quand j'ai compris comment contourner la censure, j'ai repensé à mes 10 ans et quelques de scolarité et comment je m'étais fait avoir, comment j'avais été quasiment lobotomisé. Depuis ma naissance, parce que je suis né en Chine, toutes les informations que j'absorbais étaient entièrement formatées par d'autres. Des hommes très puissants qui souhaitent que toute ta vie tu ignores les événements importants de l'histoire. Alors j'ai développé une aversion très forte pour ce pouvoir qui se mêle de tout. Une méfiance naturelle, spontanée. Si je ne peux pas accéder librement aux informations, comment je pourrais croire à celles qu'il me fournit ? Tout le monde n'a pas fait ce chemin qui mène au refus du régime. Mais même à Centrale, chez les futures élites du pays, une certaine lucidité commence à poindre. On aimerait bien parler de problèmes politiques, mais ça n'est pas facile. C'est trop sensible. Notre façon d'aborder les problèmes est pourtant forcément très différente de celle des générations précédentes. Pour parler simplement, nous devons lier notre développement personnel avec celui du pays. On ne peut pas seulement se préoccuper de nous-mêmes, il faut aussi considérer les intérêts de notre pays et de notre société et les porter dans notre cœur. Il faut assumer cette responsabilité historique. Moi, j'ai toujours voulu consacrer un peu de mes forces pour transformer certaines choses, pour lutter contre les injustices, qui sont le point faible de la Chine. Parce que le développement de notre pays est relativement récent, alors il y a beaucoup de problèmes structurels. Et il y a trop de laissés-pour-compte dont les droits ne sont pas garantis. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment transformer si j'en suis capable. Qui a dit que les étudiants chinois n'avaient pas de conscience ? L'Occident espère parfois une réédition de la grande révolte démocratique de 89. Ça, c'est raté, c'est sûr. Les étudiants d'aujourd'hui n'en parlent même plus parce que cette mémoire-là est interdite.
Pékin, on ne trouvera jamais personne pour siffler, le soir venu, la descente des couleurs place Tiananmen. Les apparences sont sauves. 20 ans après, les facs sont studieuses et disciplinées. Mais il s'y passe quelque chose de très dangereux au pays du contrôle collectif. Les étudiants apprennent désormais à réfléchir seuls et ils sont de plus en plus nombreux à avoir une conscience et des rêves qui ne sont pas ceux du parti unique.